Bonjour à toutes et à tous. Alors, en premier lieu, une information extrêmement importante concernant la Colombie. Les coiffeurs ne sont toujours pas réouverts, comme vous pouvez le constater. Vivement, dans quelques jours, que je puisse aller élaguer tout ça. Je voulais vous parler d'un truc un peu particulier, enfin deux petites choses. Je vais prendre deux exemples très rapides, voire même trois, même comme ça, pour clarifier ma pensée là-dessus, quoi. Gérard Filoche, vous le savez, c'est un membre éminent du Parti socialiste qui a été, qui a eu plusieurs métiers, dont celui d'inspecteur du travail. Bon. Et donc Gérard Filoche, alors moi j'ai vu l'interview, donc je sais que c'est vrai, vous pourrez le regarder par vous-même, a déclaré lors d'une interview qu'en France il était impossible d'être riche et honnête en même temps. Ça veut dire que tous les gens qui sont riches sont forcément malhonnêtes. C'est un peu comme si vous disiez par exemple que tous ceux qui ont des grosses voitures sur l'autoroute sont forcément coupables d'avoir dépassé les 130 km à l'heure. En plus, voilà un homme qui a été inspecteur du travail. Et là, je voudrais pointer le doigt sur quelque chose de très particulier. Enfin, vous allez dire que c'est un peu bizarre, mais attendez jusqu'au bout. Gérard Filoche a dit qu'il avait contrôlé plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, quelques milliers même d'entreprises. Et donc, ma question est, combien a-t-il contrôlé d'employés, de salariés? Parce que je sache, le code du travail, le droit du travail s'applique aussi bien aux entreprises qu'aux salariés. Et donc aujourd'hui, les inspecteurs du travail ne viennent jamais contrôler un salarié, ils viennent contrôler l'entreprise. Et donc ça me pose un vrai problème, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça me pose un vrai problème sur le plan fondamental. Je veux parler de l'inspection du travail, c'est un service de l'État. Cette inspection du travail, donc, doit être impartiale. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. C'est un peu comme si les gendarmes sur l'autoroute ne contrôlaient que les voitures qui pourraient dépasser le 180 km à l'heure. Est-ce que ce serait impartial? Je pense que nous arrivons à un point, notamment en France, notamment au niveau de l'administration, notamment au niveau de la justice, parce qu'en ce moment c'est quand même un peu bizarre tout ce qui se passe au niveau de la police, etc., etc. Je pense que cette notion d'impartialité des services de l'État est fondamentale dans une démocratie, fondamentale. Et donc, quand, quand je dis ça, je dis aussi que nous, particuliers, individus, simplement individus, nous devons être extrêmement conscients et extrêmement vigilants sur cette impartialité des services de l'État. Extrêmement vigilants. C'est la base de la confiance que les citoyens peuvent mettre dans les services de l'État. Par exemple, vous fraudez. Vous fraudez un peu, je ne sais pas, moi, vous ne déclarez pas vous ne déclarez pas des sommes que vous avez acquis parce que un héritage, un don, est-ce que je sais, moi, voilà. Donc là, vous n'avez pas le choix, personne ne va vous demander quoi que ce soit. Enfin, ça dépend de la somme, mais le contrôleur fiscal ou l'agent des impôts, il va vous dire, voilà, vous m'avez caché ça, ça fait tant de pourcentage, vous me devez tant. Bon, maintenant, vous êtes un gros chef d'entreprise, énorme. Pendant des années, vous avez caché, etc., etc. Là, on va transiger avec vous, on va parlementer. On va vous dire, oui, bon, alors voilà, vous avez mis tant de millions, etc. Si je vous dis que je vous mets tel tant d'amende, est-ce que vraiment... ce n'est pas possible. Dans les deux cas, que l'on soit pauvre ou riche, que l'on soit puissant ou pas, il faut renouer avec cette impartialité des services de l'État. Lorsque je travaillais, je rappelle que j'étais directeur d'établissement, d'un établissement thermal, j'ai eu maille à partir avec l'ARS, mais vraiment ce qu'on peut appeler maille à partir. Et donc, nous faisons une extension de notre établissement thermal, et dans cette extension, il est prévu une piscine thermale. Donc,
la loi exige de faire une déclaration à la mairie d'ouverture de piscine, qu'elle soit thermale ou pas, bien que les piscines thermales ne soient absolument pas sous la même réglementation que les piscines publiques ou privées d'ailleurs, peu importe, il faut faire une déclaration. Et donc j'ai là l'inspecteur, contrôleur, je ne sais pas quoi, de l'ARS qui vient me voir avant les travaux et qui me dit vous devez absolument faire cette déclaration. Bon, c'est la loi, c'est elle qui me le dit, même si ça peut se discuter, elle me le dit, je le fais. Mais quand même, vu les relations extrêmement tendues que j'ai avec ce service, je me dis tout de même, je vais aller porter ma déclaration d'ouverture à la mairie, et puis je vais faire une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ARS pour dire ce que je fais, pour dire que je l'ai bien fait. La construction se passe. La première semaine, je crois que c'était la première semaine d'ouverture de la piscine, la personne de l'ARS arrive. Et elle regarde comment nous avons fait les travaux, ce que nous avons fait. Et en dernier, elle me dit Monsieur Bonventre, on va avoir un gros problème là, parce que j'étais venu en avant les travaux, je vous avais dit qu'il fallait faire ça, et dans mon dossier, je n'ai aucune trace de votre. Donc, je ne pourrais certainement pas vous donner l'autorisation d'ouverture. Et alors c'est vrai que j'étais un peu taquin, mais bon. Et là, je lui dis, Madame, j'ouvrirai quand même. Donc, s'ensuit un petit jeu un peu colère, ça, enfin bon, hein. Et quand même, quand je vois que la mayonnaise prend un peu trop, je lui dis, écoutez, voilà, ça c'est, voilà, je vous montre le récépissé de la lettre recommandée avec accusé de réception que je vous ai envoyé à telle date, montrant et démontrant que j'ai effectivement bien fait la déclaration d'ouverture à la mairie, hein, voici la copie. Ça a duré, je vais dire 45 minutes, le temps qu'elle appelle son service pour demander si effectivement on avait bien reçu cette lettre, et effectivement, évidemment, puisque j'avais le récépissé, ils l'ont bien reçu, et c'était dans le dossier, mais d'un copain à elle, enfin d'un subordonné ou d'un supérieur qui ne lui avait pas fait passer, etc., etc. J'adore cette, j'adore cette phrase et je vous demande de bien y réfléchir dessus. Avec l'administration, on est passé du stade de celui qui a toujours tort à celui qui n'a jamais raison. Vous m'entendez bien? Avant, quand vous aviez l'administration en face de vous, on vous disait, de toute façon, vous avez toujours tort. Alors les choses ont beaucoup changé parce que maintenant on vous dit, de toute façon, vous n'avez jamais raison. Et en fait, ce qui est absolument, mais c'est dramatique, c'est que en fait, l'administration n'est plus là pour faire respecter la loi. L'administration est là uniquement pour se protéger elle-même si au cas où. Et donc, avec cette autoprotection, elle ne va pas vous aider à résoudre les problèmes. Elle ne va pas vous aider à résoudre les problèmes. Elle va s'aider elle-même à résoudre d'éventuels problèmes qui pourraient arriver si. Et là, c'est fini. Là, c'est fini. Vous n'avez plus jamais raison. Et donc, ce que je vois, par exemple, avec notamment les Buzyn, les Marisol Touraine, etc., ce que je vois là, ce n'est pas guidé par le service, par le service public. Ça n'est pas ça. Le guide, ce n'est plus le service public. Le guide, c'est l'autoprotection. Comment je me protège si jamais, voilà, c'est ça le vrai guide. Et donc là,
eh ben, l'administration française est sortie des rails. L'administration française est sortie des rails. Alors, j'avais dit également une chose un peu particulière. C'est moi qui vous le dis, et je peux en parler. Donc, j'avais d'excellentes relations avec le proviseur d'un lycée à Alès. Et donc, lorsque nous discutions philosophie, etc., il m'a dit qu'il y avait eu deux jeunes, deux adolescents de confession juive qui étaient dans un autre collège-lycée, à côté de Alès, et qui étaient harcelés parce qu'ils étaient juifs. Eh bien, au lieu de régler le problème à l'intérieur de cet établissement, l'académie, peut-être l'académie, a décidé de prendre ces deux adolescents et de les mettre dans un lycée catholique. Et là, je vous demande, mais qui a perdu? Qui a perdu? Qui a gagné? L'impartialité du service de l'État, c'est quelque chose de... C'est un socle. C'est un socle. Vous ne pouvez pas être harcelé, jugé selon votre peau, votre race, votre âge, etc., etc. Si la loi s'applique, elle s'applique à tous de la même manière. Elle s'applique à tous de la même manière. Et donc, que M. Filoche fasse partie, intègre le Parti socialiste, il en a parfaitement le droit. Il en a parfaitement le droit. Pour moi, ça ne me pose absolument aucun problème. La liberté politique, la liberté de choix politique, d'engagement politique, elle est acquise pour tous, ça me semble, ça n'est même pas discutable. Qu'en est-il? Qu'en est-il des juges? Qu'en est-il des journalistes du service public? Qu'en est-il de tous les fonctionnaires qui ont un engagement politique et qui appliquent cet engagement politique à l'intérieur de leur fonction publique? Tant qu'on n'a pas réglé ce problème, parce que, à mon avis, c'en est un, tant qu'on n'a pas réglé ce problème, on ne réglera jamais, le fait que le service public, il n'est pas au service du public, il est au service d'un public. Et ça change tout. Moi, j'ai un copain, il me dit, moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est l'injustice. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. L'injustice, ça commence là. L'injustice, ça commence quand la fonction publique, quand l'administration fait une ségrégation entre les administrés. Eh bien, l'injustice, avec un grand I, ça commence là, et c'est insupportable. Et c'est insupportable.